Bonjour à vous et voici le chapitre 10. Chapitre 10, c'est le dernier chapitre de la partie 1. Novembre 2012, la déchirure. Le mois de novembre ouvrait le bal des émotions. Une semaine après mon retour à Antibes, un coup de téléphone. Mon père venait de rentrer aux urgences de l'hôpital de Gap. Depuis notre départ quelques jours auparavant, il ne mangeait presque plus et ses forces diminuaient peu à peu. Une tension extrêmement basse, une pâleur. Ma mère n'était pas seule, heureusement. Nous, les 3 enfants, sommes donc revenus d'urgence. Je pensais que la fin était proche. J'étais très fatiguée, physiquement et moralement. Toujours à l'affût, à guetter le coup de fil qui annoncerait la nouvelle fatale. Les émotions se décuplaient. La peur, puis le soulagement, et de nouveau l'angoisse, et finalement le soulagement. Une nouvelle entrée à l'hôpital, puis un retour à la maison. Et les allers-retours d'urgence entre la Côte d'Azur et les Hautes-Alpes. Je continuais mes séances de psy, et en même temps, je me rendais compte que j'avais aussi besoin de temps pour moi. Je me noyais, et ma tête n'arrivait plus à sortir de l'eau. Mon sentiment égoïste de prendre soin de moi commençait à ressortir, et je me sentais extrêmement seule. Qui pouvait comprendre ce besoin que j'avais prendre du temps? Qui pouvait comprendre que je n'en pouvais plus d'accourir à chaque coup de téléphone, d'être aux aguets? J'avais bien vécu ces derniers mois, j'avais voyagé, j'avais enchaîné les soirées, mais je me mentais à moi-même et je mentais à mes proches. Je faisais semblant que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Le balai incessant des mesures médicales a alors commencé. Le taux d'oxygène, la tension et la température. On ne parlait qu'en chiffres et courbes. La température baissait, nous nous regardions et un instant de soulagement nous gagnait. La tension baissait, l'inquiétude. Je voyais cette rengaine incessante, et c'est à ce moment-là que mon cœur a lâché. Je ne reconnaissais plus la dynamique familiale. Je découvrais là, comme un vrai déclic, l'impact concret de cette maladie. Mon père était réduit à ce corps mesuré dans tous les sens, qu'il ne pouvait plus contrôler et qui le rendait si triste et mélancolique. Je voyais dans ses yeux sa douleur d'être autant diminué et de devoir compter sur ses filles pour s'occuper de lui comme d'un enfant. Depuis le mois de février, nous avions prévu de partir en vacances en Thaïlande, juste ma sœur et moi, en voyage organisé par son comité d'entreprise. C'était la première fois que nous parlions de partir juste nous deux, et cela signifiait énormément pour moi. Nous avions eu nos bas et nos hauts, beaucoup de bas pendant notre adolescence, et depuis quelques années, notre relation s'améliorait de jour en jour. Alors, ce voyage de 2 semaines dans un pays si lointain me réjouissait plus que tous les déplacements effectués depuis longtemps. Je ne lui avais jamais dévoilé à quel point j'étais heureuse de savoir que nous serions ensemble pour découvrir cette culture et ce pays. Avec les mois qui défilaient, nous avions suspendu notre souffle, et nous ne parlions plus du voyage. Nous déciderions le moment venu. Le 10 novembre, alors que nous étions de nouveau tous les 5 réunis autour de mon père à l'hôpital, son visage un peu plus serein, la question du départ en Thaïlande le 13 est remontée à la surface. Ma mère ne voulait pas que nous partions. Pour mon père, c'était le contraire. Je lui avais un peu parlé de ce désir de voyager avec ma sœur, et il nous avait gentiment grondés lorsque nous avions évoqué la possibilité de rester. La situation était délicate. Ma sœur et moi avions vécu la maladie de manière différente. Elle souhaitait prolonger son séjour à Gap et profiter de ces 2 semaines de congé posées pour être présente aux côtés de mes parents. En étant sur Paris, elle n'avait en effet pas eu l'occasion de les voir aussi souvent que moi. De mon côté, j'étais épuisée et j'avais besoin de partir. Ce jour-là, c'était un véritable besoin, presque un besoin de survie. Je devais prendre du recul et souffler un peu. Mon père était convaincant. Il nous a demandé de partir pour lui, pour qu'on lui ramène un souvenir, pour qu'on profite de notre temps, toutes les deux. Alors que je redescendais à Antibes pour poser ma voiture, faire ma valise et me préparer, ma sœur remontait à Gap avec mon frère pour faire ses propres bagages. Le mardi 13 novembre, jour du départ, je me rendais à l'aéroport de Nice pour prendre l'avion vers Paris. Ma sœur et moi avions convenu de nous retrouver à Paris-Charles de Gaulle pour continuer notre voyage vers Bangkok. À Nice, après mon enregistrement, du côté des portes d'embarquement, le téléphone s'est mis à sonner. Ma mère m'appelait, complètement paniquée. L'état de ton père s'est de nouveau aggravé. Elle me suppliait de ne pas partir. J'étais déboussolée, à moitié absente, la tête déconnectée.
Et je me suis énervée, contre moi-même, contre la vie, contre ma mère, contre mon père. Cette colère et cette frustration remontaient en moi comme une vague, et je ne comprenais pas. Comment pouvais-je en vouloir à ma famille? Comment savoir si ce yo-yo, état stable, état bon, état mauvais, état stable, continuerait encore longtemps? Cela faisait des mois que je vivais ce mouvement permanent, de bonnes en mauvaises nouvelles, de fausse alerte en fausse alerte. Je ne pouvais pas prendre de décision. J'appelais ma sœur pour la consulter. Ces mots m'ont fait mal. Je les ai ressentis comme un sermon, comme si j'étais une mauvaise fille à vouloir partir, comme si je m'en foutais. Je ne lui en voulais pas. Elle ne pouvait pas connaître mes sentiments et émotions. J'avais gardé tout cela pour moi. Je montai donc dans l'avion en laissant mon âme penser pendant un instant qu'elle verrait l'Asie. Je dormais tout au long du vol, l'épuisement, les larmes, les yeux dans le vague. J'étais partagée entre le fait d'être déçue de ne pas partir, la colère contre ma mère, car je savais qu'elle ne voulait pas qu'on parte, la tristesse, la peur de ce qu'il risquait d'arriver, la frustration. Je ne pouvais m'empêcher de me poser la question de ce que j'allais ressentir s'il ne se passait rien dans les prochaines semaines. Et en même temps, je me culpabilisais de penser ça. Et que ressentirais-je si effectivement il se passait quelque chose? À Paris, ma sœur m'attendait à la sortie. Je l'ai prise dans mes bras, la gorge nouée. Je lui ai tendu ma valise, elle l'a rangée dans le coffre de la voiture, et j'ai pris place sur le siège passager. En regardant l'aéroport s'éloigner au loin, je me suis mise à pleurer. Je ne pleurais pas de tristesse pour mon père, mais pour moi, et le trait que je tirais sur le fait de prendre ce temps pour moi. Je savais que mes 2 semaines de vacances, je les passerais à l'hôpital, comme les week-ends des derniers mois. Je connaissais l'odeur de ces endroits par cœur. Je voyais mes prochaines journées et je me voyais disparaître, m'effacer. Je ne savais pas si ma sœur comprenait cela. J'avais du mal à m'ouvrir à elle. J'avais peur de son jugement. Nous sommes arrivés à 2h30 du matin à Gap, après avoir fait le trajet le plus court de ma vie entre Gap et Grenoble. J'aurais pu avoir peur, mais j'étais anesthésiée. Je ne ressentais plus grand-chose. Le lendemain, de retour à l'hôpital, je constatais en effet que l'état de mon père s'était détérioré. Il nous a engueulés, mais je voyais sur son visage qu'il était heureux que nous soyons devant lui. Ma mère m'a avoué que cette fameuse journée, fin octobre, où nous étions tous réunis, heureux, il avait pensé que c'était la dernière fois qu'il nous verrait. Et nous nous tenions là, à présent, devant lui. Moi, j'étais partagée, j'étais heureuse de le voir, mais j'avais encore un peu, au fond de moi, ce sentiment égoïste de m'être laissé tomber. Nous avons alors débuté un balai de garde. Chaque nuit, une de nous 3 restait avec lui. Nous avons demandé un lit de camp aux infirmières des soins palliatifs, qui ont gentiment accepté. Cela nous a paru être une évidence. Il avait tellement souffert de solitude à Marseille. Les rondes de visite des amis et de la famille n'ont pas cessé pendant les jours où il était dans cette chambre. Je voyais défiler un nombre incroyable de personnes. Cela m'impressionnait beaucoup. Tous ces gens qui voulaient le voir, que je voyais faire bonne figure en entrant dans la chambre, qui partageaient des rires, des bons moments avec lui. Il était sur son lit et il arrivait encore à émouvoir ses amis par les cadeaux qu'il leur faisait. Il nous a demandé de commander des voitures miniatures pour les offrir à son patron et amis. D'autres ont fait le trajet de toute la France, le rendant émotif, les larmes aux yeux. L'amour qui ressortait de cette chambre d'hôpital était incroyable. Sa mère, ma grand-mère, a aussi fait le déplacement depuis le sud-ouest. Elle souffrait elle aussi, pleurait de voir son fils dans cet état, désespérée d'imaginer qu'il mourrait avant elle. Cela ne pouvait pas arriver, ce n'était pas dans l'ordre des choses. Voir toutes ces personnes, ces preuves de vie, de sa vie, le rendait heureux et mélancolique. Il se voyait dans leurs regards. Il était extrêmement lucide. Son corps et son esprit n'étaient plus en harmonie. Son esprit était vivace, souriant, rieur. Son corps fatigué. Les jours où je dormais avec lui, quand il était lucide, nous parlions, nous philosophions. Il me disait qu'il n'était pas si con finalement, qu'il avait plutôt réussi sa vie, à voir le monde qui venait l'embêter. Je me suis mise à prendre soin de lui, physiquement. Il était désemparé, il ne voulait pas se montrer comme ça. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit tendrement: Tu t'es occupé de moi toute ma vie, quand j'étais malade, quand j'étais triste. Alors laisse-moi m'occuper de toi maintenant, je suis grande. Mon enfance était morte ce jour-là.
Ma croyance de mes parents immortels a été balayée, mon impuissance également. J'ai décidé de profiter de chaque instant, même si je ne savais pas combien de temps cela durerait. Les constantes, température, tension, saturation, faisaient maintenant partie de notre conversation. Il nous a demandé de faire un tableau Excel des résultats, des prises 3 à 4 fois par jour. Il levait même le poing en signe de victoire le jour où sa tension remontait. En parallèle, la douleur augmentait la nuit, les doses de morphine aussi. Pour le rituel du coucher, il ne voulait pas de notre aide. Jusqu'au bout, il voulait pouvoir faire le maximum seul. Alors j'attendais. Je restais près de lui en appui au cas où, et je prenais le relais quand ses forces l'abandonnaient. Lors de nos discussions seul à seul, il me redemandait pourquoi je n'avais pas d'appartement. Son envie était que je devienne propriétaire, afin de ne plus gaspiller un loyer, qu'il se sentirait mieux s'il me savait en sécurité. La nuit du 22 novembre, c'était mon tour de garde. La nuit a été très mauvaise. Je m'occupais de lui du mieux que je le pouvais, mais sa douleur était insoutenable. Il gémissait, il délirait. Quand sa conscience refaisait surface, il me regardait comme sa petite fille. Nous parlions un peu. Je n'arrivais pas à lui dire je t'aime. Je lui transmettais ces 3 mots lorsqu'il somnolait. J'avais peur qu'il comprenne mon désarroi. Toutes les 5 minutes, il tournait et gémissait. Il avait du mal à respirer. Il s'est alors, au milieu de la nuit, mis à me parler. Il m'a regardé avec un grand éclair de lucidité et a prononcé ces 3 mots que je ne pourrai jamais oublier. Es-tu heureuse? Je restais interdite un instant. Je ne pouvais pas répondre à sa question. Alors je lui ai renvoyé la balle. Et toi, as-tu été heureux? Il a souri, m'a embrassé. 2, 3 larmes se sont mises à couler sur mes joues. Le temps suspendu, l'air assaini. Il m'a murmuré « Pleure pas », puis il s'est remis à délirer. Ces microsecondes où nous étions connectés avec nos sentiments, un amour pur, l'essence même d'une relation magnifique entre un père et sa fille. Dans la nuit, sa respiration s'est détériorée. Au réveil, une crise de panique. Cette nuit-là, je le regardais tendrement, je l'aidais, je le soutenais. Je ne dormais pas, je tenais le choc pour lui. Je voulais lui montrer que j'étais là. Je ne pouvais plus le voir souffrir autant, je me décomposais moi-même à chaque respiration difficile. J'ai appelé ma meilleure amie, elle est venue me retrouver à l'hôpital. Ma mère et ma sœur nous ont rejoints en début de matinée pour prendre la relève. J'étais épuisée de cette nuit blanche. Nous avions du mal à le comprendre parfois, ayant du mal à s'exprimer, à ce que sa bouche délivre le message que ses yeux et son esprit arrivaient toujours si bien à formuler. Quand on le comprenait, c'était pour nous demander de faire des gâteaux pour le personnel, de téléphoner à telle personne pour avoir des nouvelles. Il ne pensait pas à lui, il pensait encore aux autres et à nous. Mon frère était encore à Paris pour ses études, et mon père refusait de lui demander de venir. Mais je sentais que mon frère lui manquait, qu'il refusait de s'envoler tant qu'il ne serait pas là. Je sentais également que cette journée sera sûrement une des dernières. J'ai demandé à une infirmière si je pouvais avoir accès à une salle de repos pour être seule avec ma meilleure amie. Et cet après-midi, comme une zombie, je suis sortie de la chambre de mon père, je me suis assise dans cette salle et, ma meilleure amie à mes côtés, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon cœur. De longues minutes, interminables, où mon corps n'existait plus. Je n'étais moi-même que tristesse. Et je ne souhaitais alors qu'une chose, que cela se termine, qu'il passe de l'autre côté, que sa souffrance se termine. Quand on était proche d'une personne malade, on voulait sa guérison bien entendu, et l'on espérait encore et toujours. Mais lorsqu'on le voyait disparaître petit à petit, n'être plus que souffrance, que chaque respiration n'était que douleur, que son regard nous suppliait d'arrêter, comment pouvait-on culpabiliser à la pensée de souhaiter sa mort? Nous étions si proches, nous nous sommes toutes les 3 relayées auprès de lui, et nous l'avons vu diminuer. Nous l'avons senti partir doucement, mais quelque chose le retenait encore. J'ai envoyé un message à mon frère, lui conseillant de descendre. Il ne restait cette fois plus beaucoup de temps. Pourquoi en étais-je si sûre? N'était-ce pas une autre fausse alerte? Du plus profond de mon âme, je sentais que l'on vivait nos derniers moments de famille à 5. En milieu d'après-midi, j'hésitais à partir me poser et me doucher, ou à rester avec ma mère et ma sœur.
Quelque chose me retenait de partir. Je le sentais, je le sentais. Mon frère nous a répondu. Il allait prendre le premier train du lendemain. Il arrivait. Mon père a entendu la nouvelle. Il s'est endormi. Vendredi soir, le 23 novembre, j'ai vu ce balai de visite augmenter. Il y avait énormément de monde dans le couloir, attendant son tour pour entrer dans la chambre. J'hésitais. La soirée approchait. Les gens rentraient doucement chez eux. Ma mère et ma sœur ont décidé de prendre la garde à deux. Après beaucoup de réflexion, je décidai de partir chez ma meilleure amie, qui habitait près de l'hôpital, afin de me reposer un peu. Je ne pouvais pas, psychologiquement, rester cette nuit-là. Je sentais que je ne le supporterais pas. Je suis sortie de l'hôpital pour aller dormir chez ma meilleure amie. Nous avons passé la soirée à discuter. J'exorcisais ma nuit passée, mes pensées, mes culpabilités, ce tabou de la société à désirer sa mort, sa délivrance, notre délivrance à tous. Minuit, je me décidai à aller me coucher. 30 minutes plus tard, le téléphone sonnait, et je savais. Sans avoir décroché, je savais déjà ce que j'allais entendre. Impossible de me rappeler qui était au bout du fil, des mots exacts prononcés, mais le message était clair. C'est fini, mon père est parti. Je poussai un énorme soupir, de soulagement, de tristesse. Le temps était en suspens. Je n'entendais plus rien, les sons étouffés, les yeux dans le vague. J'accueillais la nouvelle. Puis j'ai réalisé, et je me suis rhabillée en vitesse. 10 minutes plus tard, j'étais de nouveau à l'hôpital. Puis mes grands-parents nous ont rejoints. Mon frère n'était pas encore arrivé, nous lui avons appris la nouvelle au téléphone. Je retrouvai ma mère et ma sœur, nous nous sommes embrassés, nous avions les larmes aux yeux. J'avais tellement pleuré auparavant que je ressentais une grande sérénité. Je suis rentrée dans la chambre pour voir mon père. On aurait pu penser qu'il dormait paisiblement. Nous avons alors informé ses amis les plus proches, qui nous ont eux aussi rejoints. Une bande, comme l'appelait mon père, s'est retrouvée dans les couloirs, silencieuse, juste ensemble. Ils se sont chargés de garder la chambre alors que nous trois repartions à la maison pour prendre quelques effets personnels. Sa tenue de randonnée préférée, des souvenirs de notre vie ensemble. Des objets fétiches que nous voulions lui apporter pour lui tenir compagnie pour la suite. Car, étant décédé, les démarches allaient débuter. Alors, nous voulions honorer sa mémoire. À notre retour à l'hôpital, 1 heure plus tard, des visages familiers. Les amis de la famille, mes grands-parents, ma meilleure amie. Certains assis en attendant, d'autres qui s'étreignaient, mais tous silencieux. Et soudain, je ne me rappelle plus d'où cela a commencé. Nous nous sommes mis à chanter, à entonner une chanson. Cette chanson qui le caractérisait, qu'il nous chantait en patois, c'est Canto. Chant feutré dans ce couloir, mais d'un tel amour que nous ressentions de la chaleur dans cette tristesse. Et cette chanson résonnait comme un au revoir papa, lui qui était reparti vers ses chères montagnes. Débatte ma fenestro a una uccello, tutto l'anno canto, canto pasperio, se canto che canto, canto pasperio. Canto per mal mio che salende io a quellos montaños que tan altos son, ma pecho de ver, mas amor son sun. Se canto che canto, canto paspeio, canto per mal mio, che salente io, basas pos montaños, plano ausas pos, perché boschi vere, mas amor non son, se canto che canto, canto paspeio.
dan s'abbracciaran e más amoretos se rapprocharan. Se canto, que canto, canto paz peio, canto per mio, que salen Deo. Voilà, voilà ce chapitre 10, le chapitre qui clôture la partie 1 de ce récit autobiographique. Ce chapitre 10, comme vous l'avez peut-être senti, a fait remonter des émotions en moi. Ce sont des émotions et des larmes de mélancolie douce. C'est-à-dire que je peux revivre cet événement, ce passage, avec le fait de laisser passer l'émotion qui est là. Voilà, je ne m'attache plus à l'émotion qui est là. Si vous l'avez ressenti, eh bien, sachez que quand j'ai écrit ce texte, donc il y a 3 ans, quand j'ai écrit ce chapitre 10, j'ai pleuré pendant 2 jours. Parce que j'ai vraiment revécu l'événement, et que quand je l'ai revécu à ce moment-là en l'écrivant, en le réécrivant, eh bien comment dire, toutes les émotions non résolues, en tout cas toutes les émotions qui étaient encore bloquées à l'intérieur de moi, tout le deuil, toute la tristesse, toute la colère, tout ce qui était là a ressurgi évidemment, et j'en ai profité pour les transmuter, pour les alchimiser, pour les transformer. Ce qui me permet aujourd'hui de vous lire ce texte, d'avoir effectivement une montée d'émotions et qui dure 5 secondes, 10 secondes, 1 minute grand maximum, et de pouvoir continuer à lire, de pouvoir continuer à vous transmettre en fait ce message, à vous transmettre qu'une émotion, quand elle est déchargée d'un point de vue énergétique et émotionnel, c'est juste un mouvement de vie qui dure, voilà, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Ce texte, notamment ce chapitre 10, il aborde 2 choses importantes. Il aborde la déchirure, et puis j'ai eu de la difficulté à choisir le titre. Je savais pas si c'était la déchirure ou la fin d'un cycle. Mais à l'époque, pour moi, ça a été une véritable déchirure. Il y a eu plusieurs notions de déchirure là-dedans. Et la fin d'un cycle, on pourrait parler d'un point de vue spirituel, on pourrait parler, et philosophique, on pourrait parler de la fin d'un cycle. Un cycle qui a duré, pour moi, 29 ans. La présence de mon père, en tout cas la présence physique de mon père. Et donc, cette déchirure de voir son corps partir. Enfin, en tout cas, de voir son âme partir et laisser son corps ici sans vie. Cette déchirure également des décisions, c'est-à-dire la déchirure du est-ce que je monte, est-ce que je pars en Thaïlande ou pas. Donc pour remettre dans le contexte, donc ce voyage en Thaïlande, comme je l'exprime, ça fait des mois que j'ai envie de partir en Thaïlande. C'est la première fois qu'on part seul avec ma sœur. C'est un voyage qui, d'un point de vue de notre relation entre sœurs, pour moi en tout cas, est très important. C'est un peu ça démontre à quel point on a évolué dans notre relation l'une à l'autre, et que je suis extrêmement heureuse de pouvoir partager ce moment seule avec elle pendant 2 semaines dans un pays complètement inconnu, et de partager en fait ce que je vais découvrir là-bas et ce qu'elle va découvrir là-bas. Et en fait, ce voyage, il tombe le 13 novembre, enfin, du 13 novembre au 26 novembre, quelque chose comme ça. Ça dure 2 semaines. Et donc moi, j'avais posé 2 semaines de vacances, et ma sœur également. Et donc,
La déchirure, ça peut également être, en tout cas oui, les déchirures peuvent également être dans ces décisions qui nous touchent profondément sur moi j'ai envie de partir parce que j'en peux plus, je suis fatiguée, émotionnellement, psychologiquement, psychiquement, j'en suis fatiguée parce que depuis les 2 derniers mois, même plus que ça, depuis août, je fais des allers-retours pratiquement toutes les semaines à l'hôpital, que ce soit à Gap ou que ce soit à Marseille. Et ma mère m'appelle assez régulièrement pour me dire que ça va pas. Et donc, je navigue de fausse alerte en fausse alerte. Et donc, pour moi, là, c'est encore une fausse alerte. Et c'est ce questionnement intérieur qui me déchire. Là, je sens vraiment une déchirure profonde à l'intérieur de moi que je ne nomme pas à l'époque. Je n'arrive pas à le conscientiser, en fait, à mettre un instant de conscience dessus. Et peut-être que ça m'aurait apaisé plus rapidement si j'avais mis de la conscience dessus. Cette déchirure d'avoir 2 décisions qui sont impossibles à prendre. La première qui est de partir en Thaïlande quand même, parce que j'ai besoin de ça, c'est une survie, j'en parle, j'utilise le mot de survie, c'est une survie pour moi que de prendre du recul, de prendre un peu de la distance par rapport à tout ça et d'être dans de la respiration, de prendre mon souffle. Et en même temps, je pars et peut-être que si je pars, mon père décède pendant que je ne suis pas là, pendant que je suis à l'étranger. Et de l'autre côté, je ne pars pas, je redescends à Gap et je passe donc un moment avec donc ma famille. Et là, c'est une déchirure par rapport à moi en fait, par rapport au fait que du coup je m'abandonne. D'ailleurs, j'en parle, je m'efface complètement, je disparais, mon être disparaît. Et le questionnement de mais oui, mais s'il ne se passe rien pendant que je suis là. Ce qui crée une déchirure énorme en moi parce que ça crée et ça génère cette culpabilité de penser, mais attends, en fait, est-ce que je souhaite sa mort? Est-ce que je souhaite que d'être resté pour quelque chose en fait? C'est une véritable déchirure et c'est important de le poser et d'enlever le tabou qu'il y a là-dessus, c'est-à-dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ces choix-là, mais il y a le fait de reconnaître en soi ce qui se passe, reconnaître ses douleurs, reconnaître ses ombres. En fait, en, en travail spirituel et émotionnel, énergétique, j'aborde beaucoup le fait d'accueillir, de reconnaître ces ombres d'une certaine manière, toutes ces pensées qu'on a caractérisées de mal, de mauvaises, mais qui sont une part de nous, qui ne sont pas nous. Nous ne sommes pas ces pensées. Nous ne sommes pas le je souhaite qu'il meure. Nous ne sommes pas ces pensées-là. Mais à l'intérieur de nous, il y a des parts de nous qui avons ces pensées-là. Et tout le travail énergétique, je redis ces mots, mais c'est vraiment ça, le travail d'évolution, de prise de conscience de qui on est, et d'amour en fait de soi et d'amour de l'autre, d'amour inconditionnel de qui nous sommes et de qui les autres sont. Ce travail-là passe par le fait d'aimer ces parts-là également, c'est-à-dire d'aimer les parts qui ont ces pensées-là que on pourrait caractériser ou que la société nous a caractérisé de mauvaises, parce que plus on les enfouit, plus on donne une dimension forte et de l'énergie à ces parts-là, et plus on attire par la loi de la vibration et de l'attraction, plus on attire des situations qui vont nous faire émerger ces ressentis-là et qui vont nous faire émerger ces pensées-là. Donc plus on les enfouit, plus on les cache, c'est un peu comme des émotions, plus elles grandissent, jusqu'à ce que ça en devienne absolument insupportable et que on doit faire quelque chose. Là, dans ce moment présent, à ce moment-là, j'ai vraiment toutes ces pensées-là qui sont là, et ces pensées de culpabilité qui se rajoutent en plus à ça, et cette pensée de ma sœur, qu'est-ce qu'elle va penser? Et en même temps, je me suis autorisée à ressentir ça. Je me suis autorisée à pleurer en fait, à pleurer quand on était dans la voiture, que ma sœur qui prend mon bagage, qui la remet dans le coffre de sa voiture et on reprend la route
vers Gap au lieu de prendre l'avion pour la Thaïlande. Et à ce moment-là, je ne peux pas enfouir l'émotion que je ressens. Je me mets à pleurer. Et je dis une phrase à ma sœur, je sais plus ce que je lui dis exactement, mais je lui dis, écoute, pour moi c'est très dur. Et je comprends en fait que toi tu veuilles descendre, mais j'espère juste une chose, c'est que tu comprennes que pour moi c'est dur et que c'est ok en fait. Je comprends qu'on redescende et je m'autorise à pleurer. La déchirure également, c'est la déchirure vis-à-vis de mon frère, parce que mon frère n'est pas là. Et j'hésite un maximum de temps avant de lui envoyer un message pour lui dire écoute, redescends parce que là, je sens que c'est vraiment la fin. Et, euh, et puis la déchirure de cette fameuse nuit du 23 au 24. Est-ce que je reste? Et de nouveau, savoir écouter ce qui est en soi. Et je le sais en fait. Je le sais que cette nuit, c'est la dernière. Je le sais. Par rapport à la nuit que j'ai vécue la veille, la nuit du 22 au 23, où j'ai passé la nuit avec lui, où je n'ai pas dormi, où on a eu cet échange d'âme très fort sur es-tu heureuse et moi qui ne sais pas répondre et qui arrive et qui tourne la phrase d'une autre manière. Le fait de ne pas arriver à lui dire je t'aime, parce que pour moi lui dire je t'aime à ce moment-là, c'est reconnaître qu'il est en train de mourir et qu'il va mourir. Il y avait une certaine pudeur en fait dans notre famille, en tout cas avec lui, c'est que je ne lui disais pas souvent je t'aime. D'ailleurs, je crois que je fais très 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 rarement dit. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire je t'aime à quelqu'un. On y a mis une énorme couche vis-à-vis de la peur que l'autre ne nous dise pas je t'aime en retour, etc. Mais en fait, c'est un énorme acte d'amour que de dire je t'aime à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Et, et la pudeur est là, oui. Et en même temps, je ne peux que conseiller de dire dites je t'aime aux personnes que vous aimez. N'attendez pas qu'ils soient partis pour leur dire ou qu'ils soient endormis dans un lit d'hôpital à quelques heures de leur transition. Alors oui, d'un point de vue de l'âme l'a entendu, l'âme le savait, l'âme m'a répondu. Mais d'un point de vue de deux êtres humains qui s'aiment et qui partagent ça, eh bien, je ne peux que conseiller et inviter à exprimer ces mots-là. Si ce n'est pas forcément des mots comme de dire je t'aime, mais de reconnaître en fait les actions ou les messages qui sont transmis, des messages d'amour de la personne. Là-dessus, il y a un très très bon livre que je recommande qui est un livre sur les 5 manières en fait d'exprimer son amour pour quelqu'un. Et on a chacun d'entre nous, on a plus ou moins des prédominances sur la manière dont on va montrer son amour. Et donc quand on connaît comment l'autre exprime son amour, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est plus dans l'attente qu'il l'exprime de la manière qui nous corresponde. On peut voir quand il nous l'exprime à sa manière. Donc il y a les mots qu'on peut utiliser, il y a les moments de qualité qu'on peut passer ensemble, il y a les cadeaux, enfin le fait de rendre service, il y a le fait d'être dans un lien tactile, et puis je crois que le dernier c'est les cadeaux. Voilà, donc je mettrai le lien du livre dans ci-dessous. En tout cas, sur ce chapitre, une autre chose qui est assez forte, c'est pour moi, c'est la vision de qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie. Et mon père, à ce moment-là, exprime, ben finalement, j'ai bien réussi ma vie quand je vois tout le monde, toutes les personnes qui viennent à mon chevet sur mon lit de mort. Et ça, je dois dire que ça soulève une énorme question philosophique et existentielle qui est qu'est-ce que c'est qu'une vie remplie et une vie réussie?
Et dans tous mes questionnements, dans toutes mes réflexions philosophiques et spirituelles, la vie réussie, je vais pas donner la réponse, mais la vie réussie, ça dénote et ça pose la question pour vous individuellement, c'est quoi une vie réussie? Pour moi, c'est partager l'amour avec des personnes, c'est les relations que je me suis faites, c'est n'avoir aucun regret dans ma vie. C'est regarder le passé, regarder toutes les actions et les choix que j'ai faits et identifier ou voir est-ce que j'ai des regrets. Non, j'en ai pas. Et quand j'ai des regrets, eh ben juste de le reconnaître, puisque de nouveau, travail d'alchimisation, je reconnais le regret et puis je le transforme. Parce que derrière le regret, il y a des apprentissages qu'on a faits. Donc, la, la vie réussie, pour moi, ça, c'est lié au chemin que j'ai parcouru. C'est pas lié à toutes les destinations que j'ai atteintes, mais plutôt à tout ce que j'ai traversé, à tout ce que j'ai appris, aux rencontres que j'ai faites, au chemin j'ai parcouru et que je continue de parcourir aujourd'hui, en suivant au maximum ma joie intérieure, mon alignement intérieur, et puis en apprenant en fait de mes bas, en apprenant de mes hauts, en célébrant. Euh, et donc c'est ok que la notion de qu'est-ce qu'une vie réussie évolue avec le temps, puisque nous évoluons, nous changeons, nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'il y a même 5 minutes, qu'il y a 15 ans, et donc de reprendre de temps en temps cette questionnement de c'est quoi une vie réussie pour moi, eh bien ça permet de se reposer la question, de se repositionner dans sa vie, dans ok, là aujourd'hui, si je fais un état des lieux, où est-ce que j'en suis? La mort, de toute façon, elle amène énormément de questionnements. Euh, je vais aborder ça dans les chapitres qui suivent, dans la partie numéro 2, dans la partie 2, qui fait suite donc au décès de mon père. Et pour terminer sur ce chapitre 10 en particulier, euh, la fin est pour moi très émouvante et absolument fantastique, parce que dans ce moment-là de mort, ce qui m'a marqué profondément, c'est l'amour et le lien qu'il y avait à l'hôpital notamment, où je me souviens encore aujourd'hui d'être revenue donc de la maison avec des objets qui avaient caractérisé un peu la vie de mon père. Donc on est revenu avec 4 ou 5 objets. Et on arrive dans ce couloir d'hôpital, donc qui est en soins palliatifs, et on se retrouve avec toutes ces personnes qui comptaient pour mon père, et on se met à chanter dans cet hôpital. Et ce qui transparaît vraiment dans la notion de ce qui transpire de cette communion, c'est l'amour d'un être. Et mon père, à ce moment-là, était avec nous. Pas son corps physique, mais son âme. Clairement, il était là, il était avec nous. Et donc, d'un point de vue du questionnement, en fait, à ce moment-là, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi, je sais à ce moment-là que mon père était avec nous, à côté de nous. Je pouvais le sentir, je pouvais le percevoir comme une énergie qui était là et qui nous regardait avec une énorme bienveillance. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que je voulais aborder, c'est le fait qu'il y a derrière le voile de nos yeux et de nos perceptions, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres aspects que nous ne voyons pas forcément, que parfois nous percevons. Et quand les voiles se déchirent, en fait, on peut vraiment les ressentir profondément. Les transitions de personnes, les décès physiques de personnes, sont des moments où ce voile se déchire. Et donc ce sont des moments où on perçoit vraiment ce lien à un autre monde, ce lien à autre chose que juste le corps physique et le corps
humain tel qu'on le perçoit, tel qu'on le touche. Voilà, donc c'était un chapitre assez fort pour moi, en tout cas, de l'avoir revécu. D'un point de vue enseignement spirituel, eh bien, c'est accueillir en fait les émotions quand elles viennent, plutôt que de les enfouir. C'est poser un regard bienveillant sur qui l'on est, aimer et euh, transformer en fait toutes les parts de nous afin d'arriver à l'unité que nous sommes. Le voile qui se déchire entre plusieurs dimensions et plusieurs mondes. Et puis, qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous? Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et puis je vous dis à bientôt pour la partie 2 du texte.